Comment se libérer des addictions? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo exclusive que je vous offre, puisque c'est une vidéo que j'avais fait pour mon audience, auprès d'un groupe privé de mon audience. Et c'est quelque chose qui avait énormément plu, qui avait apporté énormément d'éclairage sur comment se libérer des addictions, et surtout un éclairage différent de ce qu'on peut voir ailleurs dans le développement personnel, qui va souvent être autour de la volonté, de méditer, de changer ses habitudes, tout ça. Et moi, je crois qu'il y a une cause beaucoup plus profonde à ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vous laisse avec l'enregistrement de cette conférence. J'espère que ça vous plaira. Et je t'invite à mettre un commentaire si ça te plaît. Et je te laisse. Bon visionnage. Bienvenue dans ce webinaire du coup sur les addictions. Je suis vraiment très content de faire ce webinaire parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup geeké pour moi-même à la base et ensuite pour mes clients. Et je pense avoir découvert et développé une approche qui est assez unique et qui propose une perspective assez unique, à mon avis, que vous n'avez pas vue ailleurs. Et je suis enthousiaste de pouvoir vous la partager pour vous donner une voie de libération, puisque ce que je peux percevoir, c'est que beaucoup des approches aujourd'hui qui sont disponibles sur les addictions sont souvent des approches qui amènent juste à un peu plus de jugement envers nous-mêmes et à croire qu'on a un problème. Je vois dans les commentaires, par exemple, j'ai un profil addictif et qui amène à des identités qui sont assez limitantes. Je vais vous proposer une toute autre approche aujourd'hui. Euh, juste quelques petites règles importantes. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît, parce que vous êtes 250 inscrits. Donc, si tout le monde allume ses micros, ça va être compliqué de continuer à distinguer correctement les sons et les bruits. Donc, juste attention à vos micros, s'il vous plaît. Et si vous pouvez laisser votre caméra allumée, c'est plus cool. Ça me permet de ne pas avoir l'impression de parler à des lettres, à des suites de lettres et d'avoir la sensation de parler à des humains qui ont des émotions parce que les robots n'ont pas d'addiction. Donc, j'aurais un peu l'impression de perdre mon temps si je me retrouvais à faire un webinaire pour des robots. Alors que si je vois des humains qui ont parfois des émotions quand je dis des choses, j'ai l'impression d'être plus utile, on va dire. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres règles à partager? Non. Si, il y a peut-être une règle, c'est que je sais toute la honte et la culpabilité qui peut être véhiculée autour des addictions. Et déjà, je pense que ça demande du courage de venir là, peu importe le niveau d'addiction que vous avez, que ce soit de la minuscule addiction à l'énorme addiction où ça prend toute votre vie. Il y a beaucoup de honte véhiculée autour de ça. Et je sais que moi, il y a quelques années, j'aurais probablement pas eu le courage de venir dans un webinaire et de montrer tout simplement cette part de moi. Donc, je pense que c'est un espace safe pour cette raison, parce que toutes les personnes ici ont la conscience d'avoir une addiction. Je pense que 7 milliards d'êtres humains ont des addictions. Par contre, vous êtes les personnes ici qui ont cette conscience et qui ont cette envie d'évoluer et d'avoir plus de contrôle vis-à-vis de vos comportements. Donc, voilà pour ça. Au niveau de ça, ok, ça marche comme je veux. Donc, par où je commence? J'aimerais commencer par ce qui m'a amené à créer ce webinaire et à partager cette, cette expérience, c'est que j'ai souffert beaucoup d'addictions entre mes 15 et mes 23 ans, notamment autour de la nourriture et au point de me faire vomir plusieurs fois par jour pendant des années. Et ça a été clairement la plus grande lutte de ma vie, bien plus que de développer un business, bien plus que de gagner de l'argent, bien plus que X, Y, Z. Cette sensation et cette perception de manque de contrôle et surtout d'être comme s'il y avait une part de toi qui prenait le contrôle, c'est pour moi la chose la plus dure que j'ai eu à vivre et à maîtriser dans ma vie. Et également vis-à-vis du fait en parallèle, ma mère était alcoolique, donc j'étais aussi face à tous les jours, pendant 8 ans, euh, ma mère qui me disait tous les matins en pleurant, euh, je te promets que c'est la dernière fois. Et ça pendant 8 ans. Et en fait, cette, euh, ce truc a développé chez moi cette obsession de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et pourquoi est-ce qu'il y a parfois un décalage entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait réellement. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour comprendre cette distinction entre pourquoi il y a parfois ce décalage. Et c'est ce que je vous propose
d'explorer aujourd'hui. J'ai eu la chance ces derniers mois aussi d'accompagner pas mal de clients autour de ça. Et on est arrivé à des choses vraiment intéressantes. Donc, c'est parti. Est-ce que... Est-ce que vous voyez mon écran si j'écris là? Ouais? Ok, nice. Alors, la première chose à comprendre, c'est que on a tous un système de valeurs. Ok? Donc, ici, on va dire que c'est notre valeur intrinsèque essentielle la plus haute, numéro 1. Ici, valeur intrinsèque essentielle numéro 2. Ici, valeur intrinsèque essentielle numéro 3. Et qui est une hiérarchie, ok, qui va du truc de 1 jusqu'à l'infini. Ok. Chaque valeur, c'est tout simplement ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Ce qui est intrinsèquement le plus important pour nous dans la vie. Dès lors qu'on va nourrir ce qui est le plus important intrinsèquement dans notre vie, on va être naturellement engagé, inspiré, motivé. On n'a pas besoin de motivation extérieure. C'est comme si l'énergie circulait à l'intérieur de nous et on s'engageait naturellement. Vous pouvez tous ici identifier, je suppose, des valeurs intrinsèques essentielles. Comment est-ce qu'on les identifie? Tout simplement en se demandant qu'est-ce qui me donne naturellement de l'énergie? Si vous regardez dans les 10 derniers jours, vous regardez votre vie dans les 10 derniers jours, demandez-vous, c'est quoi les moments où j'ai eu naturellement de l'énergie et où j'étais pleinement engagé, pleinement focus et rien ne me distrayait? Je vous invite à prendre 1 minute 30 pour répondre à cette question. Sur les 10 derniers jours, quels ont été les moments où vous avez été pleinement engagé, pleinement focus, il n'y avait quand même pas de distraction et c'était naturel pour vous de faire cette action. Pour vous aider, je peux vous donner l'exemple, mon exemple qui est dès lors que j'ai un client en face de moi, naturellement, je suis pleinement engagé, j'ai de l'énergie, peu importe mon niveau d'énergie avant ma session de coaching. Quand j'arrive en session, je suis pleinement concentré, pleinement focus et j'ai même pas d'accès au ressenti de ma fatigue ou pas. La deuxième chose, c'est dès lors que je suis face à des connaissances, que ce soit en vidéo, audio, vis-à-vis desquelles je perçois que ça va m'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc ici, dans mes valeurs, je pourrais noter coaching en 1, 2, comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, et 3, transmettre. Quand il s'agit d'écrire, de faire un webinaire, je ne suis pas en train de penser à autre chose, je ne suis pas ailleurs, je suis là, présent. Okay? Donc, la première question, c'est quelles sont les choses où votre vie démontre que vous avez de l'énergie, que vous êtes pleinement focus? Vous avez ces choses? Ok, très bien. Donc là, vous avez ces éléments. On peut voir une hiérarchie dans laquelle il y a une infinité de valeurs. Au plus on monte dans ce système de valeurs, au plus vous avez de l'énergie, au plus vous avez de la vitalité, au plus vous avez de l'énergie, au plus vous avez de la vitalité, vous êtes focus, vous êtes pleinement engagé, vous n'avez pas besoin de rappel, c'est spontané, ok? Vous vous engagez spontanément dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut observer également? Vous allez naturellement trouver du temps pour faire ces choses. Okay. Les choses importantes pour vous, vous allez réussir à trouver du temps, alors que pour les choses qui ne sont pas réellement importantes pour vous, vous allez au contraire manquer de temps. Okay. Vous allez trouver du temps, vous allez trouver de l'argent aussi pour faire ces choses-là, alors que pour les choses qui ne sont pas réellement importantes pour vous, qui ne sont pas intrinsèquement importantes pour vous, vous allez toujours trouver ça trop cher. On est particulièrement radin dans ce qui n'est pas important pour nous et particulièrement dépensier dans ce qui l'est.
je suis radin pour acheter n'importe quoi dans la maison. Je vois à quel point il me faut 15 minutes pour prendre une décision de est-ce que j'achète un câble à 14 euros ou pas. Alors qu'à l'inverse, s'il y a une formation qui m'intéresse, si c'est à 4000 euros, ça m'intéresse, il me faut 2 secondes pour prendre ma décision. OK? Donc là également, on va être décisif, ça va être facile de prendre des décisions. Et à l'inverse, plus on descend dans le système de valeurs, plus on va avoir une forme de fatigue qui arrive, une forme d'ennui, on va être distrait, on va constamment chercher à comme distraire notre esprit. On va dire qu'on manque de temps. Qu'on manque d'argent, bref, on n'arrivera pas à créer les ressources pour ça. Ce qui se passe, c'est que dès lors que vous avez l'impression que quelque chose répond à vos valeurs les plus hautes, le sang et l'oxygène va monter dans le cortex préfrontal, okay, qui est la partie la plus évoluée de votre cerveau, qui vous permet d'anticiper l'avenir, de réguler vos impulsions, de réguler vos instincts, de voir les opposés complémentaires, d'avoir une vue nuancée des choses et de voir la vue globale des choses. Okay, donc, on peut imaginer, bon, ça c'est la tête d'un humain, vous n'êtes pas ici pour ma qualité de dessin, d'accord, sinon ça se saurait. Mais j'espère que vous allez me faire une faveur. Donc ça, on peut imaginer que c'est un cerveau. Okay, au plus vous percevez quelque chose comme en lien avec vos valeurs hautes, au plus vous allez monter dans les strates les plus évoluées de votre cerveau qui ont la capacité de se gouverner. Au plus vous baissez dans votre système de valeurs, au plus vous allez être soumis ici à votre amygdale, okay, qui répond aux besoins animaux qui sont aller chercher du plaisir et aller vers la douleur, éviter la douleur. Okay, donc, au moins vous vous sentez nourri dans votre système de valeurs, au plus vous allez chercher de la gratification immédiate. Et je pourrais m'arrêter là. C'est pas ce que je vais faire, mais je pourrais m'arrêter là pour ce webinaire, puisque vos addictions ne sont que la conséquence et le symptôme des valeurs importantes que vous nourrissez pas. Vous pouvez noter cette phrase. Nos symptômes et nos addictions sont la forme que prend la vie que j'exprime pas. Nos symptômes et addictions sont la forme que prend la vie que j'exprime pas. Ça peut être la vie, ou ça peut être vie dans le sens valeur intrinsèque essentielle. Il y a 7 ans, du coup, après... Ouais, j'ai quoi là? J'ai bientôt 30 ans, c'est vrai. Je perds la mémoire. Il y a 7 ans, après avoir oscillé avec des compulsions alimentaires pendant l'espace de 7 ans, justement, j'avais tout essayé. Hypnose, EFT, EMDR, bref, tous les trucs un peu à la mode vis-à-vis duquel on cherche une solution. Et certaines choses faisaient un effet pendant quelques semaines, éventuellement, quelques jours la plupart du temps, quelques heures, surtout. Mais à chaque fois, je revenais au même niveau, au même point. Et je me souviens qu'un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes » de Nicolas Poupin. Et je tombe sur cette phrase qui a changé ma vie à jamais et ma vision de la vie à jamais, qui est « toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodestruit ». Quand j'ai découvert cette phrase, c'est comme si tout prenait sens. Je comprenais pourquoi est-ce que mon addiction avait commencé le jour où j'avais arrêté le tennis et où j'avais abandonné ce rêve de progresser dans le tennis. En arrêtant le tennis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis subordonné à une autorité collective qui est le fait, bon, bah, tu as 16 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu es bon en maths, et ben, fais des études de finance. Ou j'aurais pu faire médecine ou école d'ingénieur éventuellement. Mais ce n'était pas ma raison d'être, c'était juste ma subordination à une autorité collective.
à partir de ce moment-là, mes addictions ont commencé. Ce jour-là, le jour où j'ai découvert cette phrase, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être, j'ai compris que ces symptômes étaient juste des symptômes pour me guider. Ok. Vous pouvez prendre la métaphore guidée par mes symptômes, GPS. Ok. J'ai mon GPS interne, je suis guidé par mes symptômes. Et ces symptômes, cette incapacité à me contrôler, qui est la conséquence de ne pas vivre là dans tes valeurs les plus hautes, est juste la conséquence de... ces symptômes sont juste là pour t'aider à te dire « Hey, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu es en train de te subordonner à une autorité collective ou individuelle à certains moments. » Et donc, ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, j'ai compris les choses. 2 mois plus tard, je déménageais. J'allais vivre de mon business sur Internet qui était sur la pâtisserie à l'époque. Et 90 ou 95% de mes symptômes ont disparu du jour au lendemain. Juste en m'autorisant à choisir la voie qui m'inspirait et qui m'intéressait à ce moment-là. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne suit pas nos valeurs? Okay. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas notre raison d'être? Parce que si toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, quel est le sens derrière le fait de ne pas suivre sa raison d'être? Pourquoi est-ce que chaque être humain ne suit pas sa raison d'être? Simplement parce qu'il faut comprendre comment fonctionnent nos valeurs. Alors, on a nos valeurs ici, okay. Nos valeurs les plus hautes. Et à côté de ça, on a notre amygdale qui, lui, fonctionne en séparant les choses. Ce qui veut, son but principal, c'est de survivre. Donc, s'il veut survivre, ce qu'il veut, c'est aller vers ce qu'il perçoit comme une proie et éviter le prédateur. Donc, aller vers là où il perçoit du plaisir et éviter là où il perçoit de la douleur. À partir de là, son mécanisme, ça va être de mettre des gens sur un piédestal et de juger d'autres choses. Dès lors qu'il perçoit de la douleur vis-à-vis de quelque chose, il va associer « Ok, ce truc égale douleur, je le juge. Ça, c'est mal. » Dès lors qu'il perçoit quelque chose qui crée du plaisir, il va associer « Ok, ça, je le mets sur un piédestal, c'est trop bien, j'admire ça. » Et donc, dans ce fonctionnement à partir de l'amygdale, qui a un fonctionnement à partir de nos jugements, je vais commencer à injecter les valeurs. Ici, on peut mettre personne admirée, okay, et autorité. On va commencer à ça, ces valeurs-là, essayer de les injecter dans notre vie. Et on va essayer de vivre, du coup, à travers ces valeurs-là. Et si vous regardez comment on évolue, jusqu'à 1 an, jusqu'à l'âge de 1 an, tu es aimé inconditionnellement. Tant que tu ne marches pas. Tant que tu ne marches pas, tu as le droit de faire un peu ce que tu veux. Et puis, le jour où tu commences à marcher, tu as une première autorité qui commence à arriver dans ta vie, qui est ta mère. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais crier, tu pouvais vomir, tu pouvais chier dans ta couche. Tu étais cet être que tout le monde aimait inconditionnellement. Et puis, à partir du moment où tu te mets à marcher, à ce moment-là, on commence à te dire « Non, attention, on ne va pas sur cette table, elle coûte trop cher, tu vas faire tomber quelque chose. Ah non, en fait, va pas là, va pas là, mets pas le doigt dans la prise. » Et tu commences à avoir justement toutes ces injonctions qui commencent à flouter ton système de valeurs et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui m'inspire réellement et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je dois faire. Ici, on peut aussi mettre injonction. Okay. Ensuite, la deuxième autorité, c'est tes parents. Ensuite, tu as les autorités de tes professeurs de l'école, okay, qui commencent peu à peu à éteindre ton système de valeurs et l'accès à ton système de valeurs intrinsèque. Et ensuite, vers 12, 13, 14, 15 ans, à l'adolescence, les valeurs injectées, c'est ton groupe social, tes potes. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas
Même si tu es une fille et que tu n'aimes pas te maquiller, si toutes tes copines se maquillent, bah, tu finis par te maquiller. Si tu es un mec et que tu n'aimes pas le foot, mais que tous tes potes jouent au foot, tu finis par te convaincre que tu aimes jouer au foot. Ok. Et tu commences du coup à injecter les valeurs des autorités ici et des gens que tu mets sur un piédestal dans ta vie. Ok. Ensuite, tu continues à faire pareil avec plus tard, tu fais pareil avec les autorités collectives, sociétales. Donc, une autorité collective sociétale, c'est tu dois avoir un travail, tu dois gagner ta vie, parce qu'il ne s'agit pas de la perdre. Euh, Tu dois gagner ta vie. Chaque fois que tu vas admirer quelqu'un, par exemple, je pense que la plupart d'entre vous vont être entrepreneurs. Chaque fois que vous admirez un entrepreneur, vous allez aussi injecter à ce moment-là son système de valeurs, même si ce n'est pas important pour vous. Et ça, chaque fois que vous essayez de vivre en dehors de votre système de valeurs, vous allez avoir un symptôme. Okay. Ces symptômes, ils vont prendre 4 formes. La première forme, c'est des symptômes psychologiques. Okay. C'est tout simplement, voici, j'ai la flemme, j'ai des pensées négatives autour du truc, je suis frustré. Bref, tout ce que la psychologie positive vous dit d'annuler, c'est pas annuler, c'est juste un feedback que tu es en train de faire quelque chose qui ne te remplit pas. Okay. Le deuxième type de feedback que tu vas avoir, tu vas avoir du doute. Dans psychologique, tu vas avoir du doute. Tu ne vas pas réussir à t'engager, tu vas procrastiner. Le deuxième type de feedback que tu vas avoir, c'est un feedback physiologique. Vous pouvez le voir à différents moments de la journée. Bon, la plupart du temps, on aime mettre ça sur des choses extérieures. Donc, on va dire oui, c'est la phase de digestion X, Y, Z. C'est parce que je suis fatigué, c'est parce que blablabla. La réalité, c'est que vous pouvez observer dans votre journée des différences dans votre niveau d'énergie. Parce qu'on est d'accord que si vous deviez noter votre niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10, on pourrait voir toute une variation à chaque minute de la journée. Pourquoi? Est-ce que c'est que les cycles circadiens? Est-ce que c'est que l'impact de la digestion sur votre vie? Non. C'est l'impact de à quel point vous percevez que dans ce moment, ce que vous êtes en train de faire vous amène à être pleinement engagé et nourrir vos valeurs les plus hautes. Pour la plupart d'entre vous, maintenant, vous êtes pleinement engagé et vous avez de l'énergie pour être concentré. Pourquoi? Parce que le sujet vous intéresse et vous voyez en quoi ce sujet va nourrir vos valeurs les plus hautes. Si je commence à vous parler de politique, probablement que la moitié, vous allez commencer à vous endormir. Okay. En quelques minutes, en l'espace de quelques secondes, votre énergie va changer. Votre niveau d'énergie va changer. Okay. Donc, physiologiquement, vous allez avoir un impact. Le troisième type de feedback, c'est un feedback sociologique. Dès lors que vous n'êtes pas nourri dans vos valeurs hautes, vous allez créer des conflits. Vous allez créer du drama. Je le vois hier soir. Hier soir, je me retrouve à 18h, il faut que j'aille chercher des courses. Ça me faisait chier à mourir. D'habitude, je me dis, bon, ça ne me dérange pas d'aller faire des courses parce que j'écoute une formation. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi ça ne chargeait pas ma formation. Du coup, je me retrouve à faire 15 minutes de voiture sans la formation. Donc, j'ai l'impression de perdre mon temps comme pas possible. Je reviens, j'arrive chez moi, ma chérie me dit un truc et tout. Et là, je commence à chercher la merde sur un truc pourri. Mais juste, il faut que je trouve un truc pour m'occuper. Il faut que je trouve un truc pour m'engager. Il faut que j'exprime ma frustration. Okay. Et puis, je commence à créer du drama pendant 5 minutes. Je dis, non, mais va voir ce mec, machin. Et je me vois faire, je me dis, pourquoi t'es comme ça, machin. Et puis au bout de 5 minutes, je fais, ah ouais, en fait, je suis juste frustré. Il faut juste que j'exprime ma frustration. Et du coup, bon, je vais la voir. Je dis, bon, je suis désolé, ça fait 5 minutes que juste je projette toute ma frustration de cette dernière heure et de mes valeurs non nourries sur toi. Désolé. Je me dis, bon,
Je comprends, je le fais aussi. On est passé à autre chose. Mais on va créer du drama lorsqu'on n'est pas nourri dans nos valeurs hautes, sociologiquement. OK? Et on a un feedback à cet endroit-là. Quatrième type de feedback qu'on va avoir, c'est un feedback théologique qui est tout simplement des événements qui nous arrivent de manière inexpliquée. Des événements qui nous empêchent de faire ce qu'on avait prévu de faire, qui ne nous nourrit pas vraiment, de manière théologique. C'est un événement qui paraît inexplicable, qui arrive à ce moment-là. Okay. Donc, bien sûr, je pourrais parler de ce sujet je pourrais vous l'expliquer pendant des heures, mais il y a des niveaux de compréhension infinis de ce modèle-là. Maintenant, le but, c'est juste que vous ayez les bases pour qu'on puisse revenir à nos addictions et vous donner des exemples concrets de clients que j'ai pu avoir ou de ma propre vie. Donc, si on enchaîne à cet endroit-là, je ne suis même pas sûr d'avoir répondu à cette question, mais on va voir. Tac. Déjà, avant qu'on passe à la suite, est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte? Est-ce que vous voyez certaines choses que vous n'aviez pas lues de cette manière jusqu'à maintenant, qui vous arrivent dans votre vie, où je suis le seul à être impacté par mon système de valeurs et à créer un peu de drama de temps en temps, à avoir des baisses d'énergie à certains moments, à parfois avoir des pensées négatives? Peut-être je suis le seul, en fait. Vous me dites s'il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ok. Bon, je ne suis pas le seul, je suis rassuré. Vous m'avez fait peur pendant l'espace de quelques instants. Je me suis dit, merde, j'ai chopé les 93 seuls êtres humains qui ne répondent pas à ces lois-là. Putain, j'ai vraiment pas de chance. Vous me rassurez. Ok. Donc, une addiction, c'est tout simplement la conséquence d'une valeur qui est non nourrie. C'est la forme que prend la vie que j'exprime pas. Et c'est un mélange subtil entre des valeurs intrinsèques non nourries et des parts de moi réprimées. Parce que je vous expliquais dans la suite justement que l'addiction qu'on a n'est pas anodine. C'est-à-dire que si je passe une demi-heure avec vous et vous ne me parlez pas de votre addiction, mais vous me parlez un peu de votre modèle du monde, je peux facilement prédire avec, je pense, 99,9% d'accuracy le type d'addiction que vous allez avoir. On va avoir, il faut que je vous explique un autre truc. Donc, dans nos valeurs les plus hautes, on a accès, vous voyez l'écran là? Ouais. Ok. Dans vos valeurs les plus hautes, vous avez accès au soi authentique, okay, qui est l'intégration de toutes les parts de vous. Okay, le gentil et le méchant, le doux, le dur, l'agressif, le non-violent, bref, toutes les polarités opposées de vous. À l'inverse, vous allez avoir ici un ensemble de parts admirées que vous essayez d'exprimer, okay, et un ensemble de parts réprimées. Ici, c'est ce qu'on peut aussi appeler le super-ego, qui est l'injonction à l'intérieur de votre psyché de tout ce que les autorités à l'extérieur et vous avez perçu comme ayant plus de bénéfices que d'inconvénients dans votre vie. Okay. Donc, le super-ego, il va s'exprimer par « je dois
Dès lors que vous entendez dire je dois, il faut, ce serait bien que, vous pouvez être sûr que c'est l'expression de votre super-ego. Ok. L'injonction de toutes ces autorités collectives et individuelles. À l'inverse, toutes ces parts réprimées vont prendre la forme de lead, en français le ça, qui est l'ensemble des pulsions animales que vous réprimez. Et quand vous nourrissez pas vos valeurs hautes, donc vous n'avez pas accès au soi authentique, vous êtes juste en train d'essayer d'être ces parts admirées, ces parts que vous mettez sur un piédestal. Peut-être que vous essayez d'être gentil, discipliné, beau, discipliné, focus, productif. Bref, toutes ces parts admirées qui sont assez admirées collectivement. De garder un corps qui n'a pas de gras, de ne pas dépenser votre argent bêtement. Bref, toutes ces choses-là, vis-à-vis duquel, collectivement et individuellement, vous percevez plus de bénéfices que d'inconvénients. Toutes ces parts admirées, vous êtes conscient du positif de ces parts-là et inconscient du négatif de ces parts-là. Toutes ces parts réprimées, vous êtes conscient du négatif et inconscient du positif de ces parts-là. C'est pour ça que vous les réprimez. Là, d'ailleurs, vis-à-vis de ces parts-là, vous allez dire « je ne dois pas »,« il ne faut pas ». Okay. Le problème de ça, c'est que comme ce n'est pas nourrissant pour votre soi authentique et ce que vous êtes vraiment, d'essayer de vivre à travers ça, vous allez osciller entre j'arrive à certains moments à vivre à travers ces parts admirées, et à d'autres moments, je compulse et je redeviens mes parts réprimées. Okay. Et ça, c'est le cycle des addictions. C'est que vous souhaitez réussir à n'être que la part admirée, à répondre au modèle que vous avez injecté comme bien, vis-à-vis duquel vous êtes conscient du positif et inconscient du négatif. Mais c'est comme s'il y avait une force à l'intérieur de vous qui vous dit « Non, il y a autre chose pour toi, ça, c'est pas toi. » Et qui te fait continuer à exprimer ce que tu réprimes. Puisque tout ce que tu réprimes s'exprime par compulsion. Là, si je vous donne quelques exemples de clients que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que, avant que je vous partage ces exemples de clients, juste que vous saisissiez que dès lors que tu nourris pas tes valeurs hautes, tu vas finir à un moment donné ou à un autre, c'est qu'une question de temps, par réexprimer par compulsion ce que tu veux surtout pas être. Tes plus gros jugements vont finir par se réexprimer dès lors que tu nourris pas tes valeurs hautes. Et l'amygdale, donc cette partie-là, non, vous ne voyez plus. Ok. L'amygdale ici, donc la partie basse du cerveau, elle a 3 mécanismes pour se remplir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos valeurs viennent de vos vides. Et toute valeur vient d'un vide perçu. Aujourd'hui, j'ai la valeur de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, puisque à un moment de ma vie, j'ai ce vide et cette douleur de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Si vous regardez tout ce qui est important pour vous, vient à un moment donné d'une perception de manque, de vide, de douleur. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs que on dit se sentir rempli
et on a le maximum de potentiel de se sentir rempli quand on priorise nos plus grands vides. En anglais, on dit being fulfilled. Être rempli. Je me sens rempli quand je remplis mes vides, qui est synonyme de valeur. Donc, quand je ne me sens pas rempli de manière intrinsèque, je me sens rempli de manière intrinsèque quand je nourris mes valeurs intrinsèques. Quand je ne me sens pas rempli de manière intrinsèque, je vais chercher à me remplir de manière extrinsèque, à travers les 3 mécanismes de l'amygdale pour se remplir, qui sont 1, la fierté et le fait de se sentir supérieur. C'est le moment où je ne suis pas rempli et j'essaie de prendre le pouvoir sur ma chérie pour essayer de me remplir d'une manière ou d'une autre. La prise de pouvoir sur l'autre est une manière de se sentir rempli. Et d'ailleurs, souvent, quand vous ne vous sentez pas rempli dans votre couple, vous allez chercher à créer des situations dans lesquelles vous pouvez reprendre le pouvoir et accuser l'autre. Okay. Donc ça, c'est le premier mécanisme de l'amygdale. Donc fierté, recherche de validation, d'admiration. Et alors, au plus vous percevez quelque chose, vous poursuivez quelque chose qui n'est pas pleinement important pour vous, qui n'est pas une priorité intrinsèque, au plus vous allez être sensible à la validation des autres. Quand vous faites ce qui est vraiment important pour vous, votre niveau de sensibilité à la validation des autres est plus faible. Okay. Au plus c'est intrinsèque, au moins vous êtes attaché à ce qu'on vous valide. Au plus c'est extrinsèque, vous le faites pour faire plaisir inconsciemment ou pour répondre à un modèle, au plus vous attendez la validation. Et au plus ça vous rend dingue quand vous n'avez pas la validation. Okay. Mais quoi que vous fassiez dans la vie, vous aurez toujours autant de validation que d'invalidation, de soutien que de challenge, puisque c'est le mécanisme qui vous permet de continuer à grandir. Donc, fierté, validation, admiration. 2, consommation. Donc, la consommation, ça peut être sous la forme de nourriture physique. Okay. Donc, nourriture physique. Ça peut être sous la forme d'achat, qui est une forme de consommation. Okay. Ça peut être sous la forme de réseaux sociaux. Je consomme la vie des autres. Consommation / stimulation. Ça peut être à travers drogue, alcool. Et je crois que j'en avais un troisième que j'avais noté, mais peut-être que je les ai regroupés. Substance. Ah ouais. Fantasme. Vous voyez plus mon écran. Ah, c'est bon. Vous voyez là. Vous voyez mon dessin? Ouais, ok. Et le troisième, c'est fantasme. Ok. Donc, fantasme, ça va être sexe, qu'on pourra mettre d'ailleurs dans la case consommation, parce que dans le sexe, c'est aussi je vais consommer l'autre sous une forme. Donc, on aurait pu le mettre à cet endroit-là. Ou casino, par exemple, qu'on peut avoir. Je suis dans mon fantasme que je vais gagner beaucoup d'argent. Bref, je vais me faire des fantasmes dans ma tête. Et je vais m'engager dans ces fantasmes. La définition d'un fantasme, c'est quoi? C'est juste la projection que dans le futur, je vais expérimenter quelque chose ou quelqu'un qui va m'apporter plus de bénéfices que d'inconvénients. C'est la recherche d'un monde où j'ai que du plaisir. Ok, donc ça, c'est les mécanismes de l'amygdale lorsqu'il se sent vide pour essayer de combler son vide. Sous une forme de gratification immédiate. Maintenant, pourquoi est-ce que vous allez choisir l'un ou l'autre? D'ailleurs, pour certains, c'est l'un et l'autre.
Bah, du ou, on fait du et. Des fois, on aimerait bien faire du ou. Mais on se retrouve à faire du et, merde. Pourquoi on va choisir l'un ou l'autre? En fonction du degré de la répression qu'on a sur cette chose-là. C'est-à-dire que la personne qui a le plus de jugement, par exemple, conscient ou inconscient sur le sexe, a une plus grande probabilité, lorsque il se sent vide, d'aller sur du porno parce que c'est la manière d'exprimer ce qui réprime autrement. La personne qui a peur de prendre du poids et qui se juge pour manger a plus de probabilité d'aller sur la nourriture quand elle se sent vide. Okay. La personne qui est attachée à pas trop dépenser, à faire attention à l'argent, qui a peur autour de l'argent, a une plus grande probabilité de se retrouver avec des addictions qui sont liées à l'argent, au fait de dépenser, au fait de consommer. Puisque l'addiction va nous permettre de devenir ce que nous sommes pleinement, mais qu'on réprime. Je vous donne un exemple de ça. J'avais un client, lui, ses valeurs les plus hautes, c'était j'avais un client qui avait pour valeur haute business, c'est-à-dire développer son business. Il adorait ça, c'était important pour lui, il était naturellement engagé. Mais en deux, il avait aussi connexion, connecter avec des gens, être avec des gens, passer du temps avec des gens. Et en 3, je ne sais plus, on n'a pas forcément besoin de comprendre le 3 pour comprendre ses comportements. Okay. Alors, d'un autre côté, lui, ses admirations, qui il admirait, c'était des gros entrepreneurs, tels que Elon Musk ou d'autres choses. Et donc, il comparait sa vie à celle d'Elon Musk et tout ça, et il se disait, putain, je ne suis pas assez focus. Donc, son super ego, c'était, tu dois être une machine toute la journée. Tu dois réussir à rester devant ton ordi, être focus, et juste être une machine. Donc, là, le super ego lui disait, il faut que tu travailles, tu dois travailler, tu dois être une machine, tu dois rester focus. Okay, donc, ici, en plus, il avait Elon Musk, associé au fait d'être une machine, de travailler non-stop, de jamais s'arrêter. Et en moins, il avait sa mère. La personne qui jugeait le plus dans sa vie, c'était sa mère, qui percevait comme stupide et surtout, elle était lente. Okay, donc, il ne voulait surtout pas être ça. Il ne voulait surtout pas être lent, stupide et stone. Okay. Bon, si on fait un petit jeu de devinette là. Les moments, si vous avez compris le mécanisme, on a valeur 1 business. OK, donc il peut le tenir à un certain moment, être comme Elon Musk. Maintenant, comme il a sa valeur 2 qui est connexion, comme c'est en 2, si on imagine que c'est un verre qui se remplit, le verre business se remplit moins vite que le verre connexion, parce que le vide est plus gros. Vous me suivez? Ouais. Okay. Et également, le verre déconnexion, le verre connexion se vide moins vite que le verre business. Mais le verre connexion va quand même se vider pour lui s'il essaie de vivre comme Elon Musk. Parce qu'il a besoin de ces moments où il est en connexion, il adore ça, il adore être avec les gens, rencontrer des gens. Donc, essayer de vivre la vie d'Elon Musk, ça fait qu'il n'est pas rempli dans sa valeur connexion. Comme il n'est pas rempli dans sa valeur connexion, il va redescendre dans son amygdale, il cherche du plaisir à court terme. Okay, donc là, du coup, il va redescendre dans une strate de développement de son cerveau qui est plus basse. Et quand tu redescends là, tu vas finir par exprimer ce que tu réprimes. Donc, qu'est-ce qui permet le plus
d'arriver à être lent, stupide et stone, si vous pouvez prédire son addiction. Je vois pas les commentaires, je sais pas pourquoi. Cannabis, vous avez gagné. Ok. Parce que quand tu fumes du cannabis, tu finis par être comme ta mère pour ce gars-là. Ok. Comme ce que tu réprimes le plus dans ta vie pour essayer d'être comme Elon Musk. Donc vous avez appris à prédire les addictions des gens. Et sûrement que vous pouvez euh, voir un peu plus pourquoi vous avez l'addiction que vous avez et pourquoi elle se déclenche à ces moments spécifiques. Maintenant, vous allez me dire comment je m'en libère. Pour ça, il faut payer. Non, je plaisante. Euh, qu'à moitié. Euh, je regarde si j'ai d'autres choses intéressantes à vous partager avant de vous demander de payer. Euh, ouais, si. Ça vous permet de commencer à sortir la carte bleue du sac à main et comme ça, dans 10 minutes, quand je vous aurai donné un autre exemple, on sera plus prêt pour que vous payiez à ce moment-là. Donc, euh, on va gagner 10 minutes le temps que vous retrouviez votre carte bleue et que je puisse vous faire une offre. En plus, je rigole, j'ai même pas d'offre aujourd'hui. J'ai rien à vous faire acheter. Vous pouvez vous détendre. Je vous promets, c'est vrai. J'ai pas de bon de commande, j'ai rien. Vous pourrez pas payer à la fin. De toute façon, c'est pas trop stratégique de faire un webinaire où je vous explique le mécanisme des achats compulsifs et de vous vendre quelque chose à la fin, en fait. Donc, je me suis dit, tant pis. Je le ferai je leur vendrai quelque chose dans quelques mois quand ils auront oublié comment ça marche et quand je pourrai réactiver leur mécanisme d'achat compulsif. Je me suis dit que c'était une meilleure stratégie. Voilà. Euh, donc, je ne sais pas si je vous ai partagé ça, mais les deux raisons pour lesquelles on ne suit pas nos valeurs les plus hautes, il n'y a que deux raisons. Okay. La 1, c'est subordination à une autorité individuelle ou collective, consciente ou inconsciente. D'accord. Donc, c'est par exemple, là, il y a une forme de subordination à Elon Musk, consciemment ou inconsciemment. Dès lors que vous admirez quelqu'un, vous allez avoir tendance à injecter ces valeurs dans votre vie. Et pour prendre conscience de ça, le meilleur moyen d'en prendre conscience, c'est de regarder la dernière fois où vous avez été amoureux. Est-ce que vous êtes capable de voir à quel point vous faites des choses débiles quand vous êtes amoureux? Des choses à l'opposé de votre système de valeurs. Vous êtes prêt à prendre un avion pour aller regarder un film dont vous n'en avez rien à battre, qui n'a rien à voir avec vos valeurs, juste parce que vous êtes amoureux. Être amoureux, c'est juste mettre l'autre sur un pédestal. D'ailleurs, pour ça qu'on dit tomber amoureux. Parce que je suis tranquille dans ma vie. Je suis tranquille dans ma vie ici. Et puis à un moment donné, je tombe amoureux. Et merde, je tombe là, où je me suis subordonné à l'autre et j'essaie de vivre dans le système de valeurs de l'autre. Bon, heureusement, dans ces moments-là, vous pouvez le faire et vous avez moins de compulsions parce qu'il y a la chimie qui vous aide un peu. Et si vous continuez à vivre sur le temps comme ça, au fur et à mesure où la chimie baissera, vos compulsions vont revenir de ne pas vivre vos valeurs hautes. Et c'est ce qui se passe dans plein de couples. Hein. Plein de couples n'ont pas dépassé ce stade. Ce stade où je me subordonne à l'autre pour lui faire plaisir et pour ne pas le perdre. Et je m'étonne derrière de me sentir pas rempli et d'aller en compensation, créer des mécanismes où je crée des conflits pour reprendre le pouvoir dans des endroits où j'ai l'impression de ne plus avoir de pouvoir puisque je ne suis plus dans mes valeurs. On est marrant à observer parfois les humains, je trouve. Moi, je me fais rire des fois. Je ne sais pas vous, mais
Je me dis, putain, en plus, je le sais, hein. Il est probable que quelques heures après avoir fait ce webinaire, je me retrouve à compulser sur quelque chose et à foutre un peu le bordel dans mon couple, juste pour me rappeler des enseignements que je suis en train de transmettre, au cas où je les oublie. Je crée un peu des merdes dans ma vie, comme ça, je suis sûr de me rappeler de ce que je raconte dans mes webinaires. C'est utile. Souvent, on fait ça, hein. Ceux qui sont coachs ici, vous savez. On sait que vous avez le contrôle, hein. C'est juste, vous faites exprès, je sais. Pour ici, ne vous inquiétez pas. Euh, je travaillais avec une meuf là qui fait mon branding et hier, elle m'envoyait le, le, le- l'architecture de ma marque. Donc, je dis l'architecture, c'est ouais, comment elle appelle ça? L'archétype de ma marque. Et donc, elle a différents curseurs, par exemple, euh, formel, informel, et elle te met sur le curseur où tu en es. Bon, je n'ai pas fait encore fait de retour sur la marque, mais elle me disait, elle m'avait sur le sérieux et sérieux léger, elle m'a mis plutôt là sur le sérieux. Je crois que je vais lui dire, il faut modifier ça parce qu'on n'est pas trop bien au niveau de l'archétype de ma marque. Bref. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, raconter mes conneries. Euh, J'avais peut-être d'autres exemples à vous donner. Ah oui, non, on était sur un truc intéressant. On a deux parts. euh, oui, les deux raisons pour lesquelles vous ne vivez pas vos valeurs. Ok. La un, c'est subordination à une autorité individuelle ou collective, consciente ou inconsciente. Point. Chaque fois que vous admirez quelqu'un, chaque fois que vous subordonnez à une autorité, vous ne vivez pas en fonction de vos valeurs intrinsèques. Vous vous interdisez ça. La deuxième raison, c'est des mémoires déséquilibrées, des perceptions déséquilibrées du passé. Et je vais vous donner un exemple pour ça, juste avant. Euh, donc, je vais vous raconter l'histoire d'une cliente que j'ai eue il y a 8-9 mois, je crois. 8-9 mois, elle était euh, en surpoids et au-delà d'être en surpoids, elle était surtout dans une vraie souffrance autour du fait de manger. Elle disait, je voudrais perdre du poids, ça fait 10 ans que j'essaie de perdre du poids, mais j'y arrive pas. C'est comme si je revenais toujours au même point et ça ferait énormément de ça. Et au début, je lui demande, c'est quoi les bénéfices pour toi de prendre du poids? Et elle me dit, bah, je sais pas, il y en a pas. J'ai pas de bénéfice à prendre du poids. Je dis, si tu prends du poids, c'est que tu as des bénéfices à ça. Notez ça. Toute action que vous faites est basée sur la perception consciente et inconsciente que cela va vous donner plus d'avantages et plus d'avantages pour le moins d'inconvénients dans vos valeurs hautes. Je répète, tout ce que vous faites dans votre vie ou ne faites pas est basé sur la perception consciente ou inconsciente que vous avez de ce qui va vous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients dans vos valeurs hautes. Je répète une troisième fois ou pas? Ok. Tout ce que vous faites, chaque mot est important. Tout ce que vous faites dans votre vie, à chaque instant, est basé sur la perception. Okay. Le mot perception est important parce que ce n'est pas forcément ce qui va vous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients, mais c'est ce que vous percevez qui va vous en donner. Okay. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie, à chaque instant, est basé sur la perception que vous avez de ce qui va vous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients dans vos valeurs hautes, relativement à vos valeurs hautes. Je vous fais noter une longue phrase, comme ça me donne le temps de me moucher, je fais exprès à chaque fois. Je me dis comme ça, ils vont vérifier qu'il leur manque pas un mot et j'ai 3 secondes pour me moucher.
Donc, c'est-à-dire que toutes les addictions que vous avez, peu importe que vous me dites que vous les enlevez, si vous les avez aujourd'hui, c'est parce que vous percevez, consciemment ou inconsciemment, qu'elles vont vous apporter plus d'avantages pour le moins d'inconvénients. Relativement à vos valeurs hautes, quantitativement et qualitativement. Donc, personne, je lui dis, c'est quoi les bénéfices pour toi de perdre du poids? C'est quoi les bénéfices pour toi de, de prendre du poids? J'en vois pas. Bon, je modifie un peu la question. On va essayer de l'attaquer autrement. Quels sont les inconvénients pour toi si tu perdais du poids? Si demain tu fais 20 kilos de moins ou 50 kilos de moins, quels sont les inconvénients pour toi? Elle dit, je vois pas. Ok. Parfois, on n'a pas envie de voir. Donc, j'attaque autrement. Je lui demande, quand est-ce que ta prise de poids a démarré? Et elle me dit, je sais pas, il y a quelques années. Non, je veux pas que tu me dises globalement qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que tu me dises, c'est quoi l'événement qui a fait que tu as commencé à prendre du poids? Je sais pas, je dis, bah regarde, parce que c'est important pour moi. Et elle regarde un peu, elle cherche dans sa tête, elle me dit, et là, je la vois qui se décompose. Je me dis, ok, je pense qu'on a le truc. Euh, je la vois qui se décompose. Elle est incapable de parler, elle se met à moitié à pleurer et elle ne peut plus parler. Je dis, ok, j'attends. Euh, j'attends quelques dizaines de secondes et puis elle me dit, waouh, je n'avais jamais vu ça. Je dis, quoi? Elle me dit, en fait, il y a 10 ans, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse. C'était euh, le premier homme que je rencontrais depuis une rupture difficile. Et cet homme était incroyable. Et du jour au lendemain, il est parti, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux plus jamais être en couple. Quel est le meilleur moyen pour une femme de ne pas être en couple? De ne plus être attirante physiquement. Et elle me dit, waouh, en fait, mon bénéfice de perdre du poids, de prendre du poids, c'est de surtout ne pas prendre le risque d'être en couple. Et je l'ai vu beaucoup sur des ruptures qui déclenchent des addictions, parce que c'est la rupture en général un des événements les plus traumatiques qu'on puisse vivre dans une vie, avec la mort d'un proche, en termes d'intensité émotionnelle. Et donc, là, on a une part réprimée ici, qui est part réprimée, qui est être en couple. Okay. Donc, quand ta plus grosse peur et ce que tu veux éviter le plus dans ta vie, c'est être en couple, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Pour une femme. Pour un homme, j'aime bien balancer des petits clichés pour vous faire un peu réagir comme ça. Pour un homme, il ne faut plus avoir d'argent et c'est bon. Ok, donc, ces valeurs en plus, ces valeurs, c'était business. C'est une femme d'affaires qui avait un business elle générait, je crois, 10 millions par an, un truc comme ça. Donc, elle avait business en un et elle avait famille en deux. Elle passait du temps avec sa famille. Sauf que naturellement, quand tu as la famille dans tes valeurs hautes, il y a un moment donné, tu as envie de créer la tienne. Sauf que tant que tu as cette charge à ce moment-là, tant que tu as une charge énorme autour de quelque chose, votre ratio de bénéfices et d'inconvénients est qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est associé à énormément de douleur, ça peut venir contrebalancer 500 bénéfices. De perdre du poids, par exemple. Ou de vous remplacer ce truc-là par n'importe quelle addiction. Okay. Donc, si vous faites une action aujourd'hui, si on peut imaginer une balance, okay, c'est un bénéfice, un plus avec un certain poids, un plus avec un certain poids, un plus avec un certain poids, un moins avec un certain poids, un moins avec un certain poids, un moins avec un certain poids. Vous vous engagez dans une action lorsque la balance penche d'un côté.
lorsque vous percevez plus de bénéfices que d'inconvénients, quantitativement et qualitativement, à faire cette action. Donc, en général, vis-à-vis de, si vous voulez, dissoudre l'addiction, déjà, il y a un truc à comprendre, hein, c'est que l'addiction, il n'y a que les médecins qui veulent mettre une limite à ça, parce qu'il leur faut bien une limite il leur faut bien une limite pour poser un diagnostic médical. Mais l'addiction, c'est juste un spectre, hein, qui est infini, qui va de je suis pleinement addict, je suis un tout petit peu addict, mais il n'y a pas pour moi, dans mes perceptions, il n'y a pas de 0 ou 1. Okay, c'est pas je suis addict ou je suis pas addict. On est tous addicts, ça dépend juste du niveau. Il y avait une citation d'un psychologue que j'aimais bien autour de la schizophrénie qui disait la même chose. Il disait on veut mettre les gens dans des cases à propos de la schizophrénie, mais c'est juste un spectre vis-à-vis duquel on est tous. Qui est d'accord pour dire qu'il est un peu schizophrène parfois? Il a l'impression d'avoir comme deux parts de lui. Levez la main. Ok. Voilà. Et c'est pareil sur l'addiction. Il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas addict à quelque chose. Ok. Donc, chaque fois, c'est pas il y a un jour où je suis addict et un jour où je suis plus addict. Ça marche pas vraiment comme ça. Vous allez aller d'addiction en addiction. Vous allez aller d'addiction en addiction qui vont sûrement de euh, très dérangeante à moins dérangeante. Très dérangeante, moins dérangeante, un peu moins dérangeante, un peu moins dérangeante, mais vous aurez toujours des formes d'addiction, puisque les addictions sont juste des feedbacks pour vous amener à vous rendre compte qu'il y a une forme de vie que vous n'exprimez pas. Vos addictions sont la forme de vie que vous n'exprimez pas. Point. Et tant que vous aurez un amygdale et un instinct de survie, vous aurez des formes de vie que vous n'exprimez pas pour prioriser l'instinct de survie. Okay. Maintenant, à chaque fois que vous descendez un jugement positif de son piédestal, vous diminuez le niveau de l'addiction. Et chaque fois que vous diminuez un jugement négatif, vous descendez un jugement négatif de son négatif, vous diminuez aussi l'addiction. Puisque la seule raison pour laquelle vous ne poursuivez pas vos valeurs hautes aujourd'hui sont la subordination à des autorités, autrement dit, l'admiration de certains traits vis-à-vis duquel vous êtes conscient du positif et inconscient du négatif, et la peur, la honte, la culpabilité, en tout cas les perceptions de négatif que vous avez. Donc, chaque fois que tu en enlèves un, tu enlèves une raison de ne pas vivre dans tes valeurs intrinsèques essentielles. Donc, avec la majorité de mes clients, en 3-4 sessions, on diminue 98% des symptômes. Pourquoi? Parce qu'on attaque directement les parts admirées qui ont le plus d'impact. Il n'y a pas un moment donné où tu n'as plus de parts admirées, il n'y a plus un moment donné où tu n'as plus de parts réprimées, mais il y en a qui dirigent le plus ta vie. Et tous, vous pouvez voir que si je vous demande qu'est-ce que vous admirez dans la vie, qu'est-ce que vous trouvez de bien, vous pourriez me faire une liste infinie. Par contre, dans cette liste infinie, vous seriez capable de prioriser qu'est-ce qui crée le plus d'émotions et d'attraction chez vous. Et à l'inverse, si je vous dis qu'est-ce qui est horrible dans la vie et qu'est-ce que vous détestez le plus, quel trait de caractère, quelle valeur vous détestez le plus, vous seriez capable de me faire une liste presque infinie de choses que vous n'aimez pas. Par contre, vous seriez aussi capable de prioriser lesquelles vous font le plus réagir. D'accord? Il y a des choses que vous n'aimez pas, mais vous les regardez, vous vous dites, ouais, ça, j'aime pas trop, ça m'énerve. Il y a des choses, vous les voyez dans votre environnement, il y a votre mère qui fait ça, il y a votre père qui fait ça, il y a votre conjoint qui dit ce truc, ça vous fait péter un câble. OK? Donc ça, c'est vos plus grosses charges. OK? Les plus grosses parts réprimées.
Et donc, si je devais vous donner aujourd'hui une méthode pour vous libérer des addictions, en tout cas, c'est la méthode que j'ai créée avec mon expérience de ma propre vie et celle de mes clients et tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances à lecture. La première étape, c'est d'être ultra clair sur quelles sont vos valeurs intrinsèques essentielles, celles que votre vie démontre. Quand je dis ce que votre vie démontre, c'est parce que vous aimeriez qu'elle soit. C'est quoi les moments où vous sentez que vous vous allumez? Vous vous allumez, la vie circule à l'intérieur de vous. Vous êtes comme pleinement présent, pleinement concentré, pleinement focus, plus rien ne vous distrait. La seule chose qui vous empêche d'avoir de la clarté là-dessus, c'est les comparaisons que vous avez avec les modèles que vous admirez et de vous rendre compte qu'elles ne correspondent pas forcément les mêmes. Et tant mieux. Donc, quelles sont ces valeurs intrinsèques essentielles? Qu'est-ce que vous adorez? Par exemple, il y a plein de questions qui peuvent vous aider à les identifier, mais c'est quoi les choses où quand vous apprenez ce genre, les trucs autour de ça, vous êtes absorbé? Un truc qui peut être marrant aussi, c'est pour identifier ça, c'est personnellement, je sais que je prends beaucoup de notes, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et qui prend beaucoup de notes. Et si je regarde les peut-être 5 ou 10 000 notes que j'ai prises ces dernières années, dans ces 5 à 10 000, il y en a probablement 50% au moins qui sont autour de chercher à comprendre pourquoi ce que je fais ce que je fais ou des connaissances autour de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ce qui démontre que j'ai une valeur autour de ça. Mon esprit revient constamment là-dessus. Probablement que 30% de ces notes sont autour de stratégie business, de compréhension du business, de plans que je fais à propos de mon business. Puisque tes valeurs intrinsèques essentielles, tu y penses souvent. Tu y penses naturellement. Pas en mode je dois, il faut que je fasse ça. Mais en mode naturellement, ton esprit revient là-dessus. Donc, la première étape, c'est identifier vos valeurs. Euh, identifier valeurs intrinsèques essentielles. 2, prioriser votre vie autour de ça. Prioriser votre vie autour de ça. J'ai un client qui, c'était il y a 2 jours, il disait, putain, un entrepreneur, tout marche bien pour lui, il a un business à 7 chiffres, ça va, enfin, sur le papier, tout va bien. Et pourtant, régulièrement, il va comme sortir en boîte et finir minable. Et il se déteste pour ça. Il se déteste pour ça. Et je cherchais à explorer avec lui, OK, c'est quoi les points communs de ces expériences où tu vas finir en boîte? Et il me dit, ben, c'est quand en général dans la semaine, j'ai pas ressenti de connexion avec les autres et que j'ai besoin d'aller avec mes potes et je vais avec mes anciens potes qui ont ces habitudes-là et que je me sens pas nourri dans ma vie. OK. Et donc, il a une valeur connexion sociale, être avec les gens, partager, qui est ultra importante chez lui. Mais sauf que comme il se compare à d'autres entrepreneurs qui ont la priorité business, 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 il ne s'autorise pas à la nourrir. Il se dit, bah non, je peux pas aller voir des potes en après-midi, je suis censé avancer sur mon business. Il faut que j'avance sur mon business. J'ai vu l'impact de cette injonction aussi dans ma vie, de cette injonction collective. J'ai vu le nombre de fois dans ma vie, et ça m'arrive encore plein de fois, de voir à quel point, parce que c'est le matin ou l'après-midi, c'est pas le soir ou le week-end, même si mon corps me dit d'aller faire autre chose, il y a quand même une interdiction à l'intérieur de moi et une injonction de non, c'est le matin ou l'après-midi, donc tu dois travailler. Là, c'est une subordination à une autorité
collective, par exemple, alors que ton corps te dit autre chose. Et ces choses-là vont amener à des mécanismes de compensation. Ok. Donc, on identifie ça et je dis, OK, c'est qui les potes que tu aimerais avoir? Et on fait une liste de 10 potes. Et je dis, OK, ta mission cette semaine, c'est juste de prioriser des temps avec eux. Il m'a envoyé un message hier en me disant, OK, j'ai planifié le week-end prochain, je le fais avec eux. Le week-end d'après, je le fais avec eux. Le week-end d'après, je fais avec eux. Il a 3 mois de rencontres sociales planifiées. Et il se sentait hyper rempli de ça, parce qu'il a une valeur autour de ça. Okay, donc, la deuxième chose, c'est prioriser votre vie autour de ça. Sauf que, comme c'est pas quelque chose c'est pas ce que la société valorise, c'est-à-dire que la société valorise que vous ayez un travail, que vous gagnez de l'argent, que vous ayez des enfants, un chien et une belle maison, en gros. Et vous pouvez sourire ou pas face à ça, c'est bien engrainé chez chacun d'entre nous. Okay? Bien à l'intérieur de nos circuits, qu'on le veuille ou pas. Et donc, si vous regardez, il y a peu de formations. Il y a 12 000 formations productivité qui t'expliquent comment être plus productif dans ton business, mais il n'y en a pas une qui t'explique comment être plus productif dans la qualité des relations sociales que tu as et dans prioriser les relations sociales que tu as. Pourtant, c'est ce qui manque à énormément de gens, se sentir nourri dans les relations qu'ils ont. OK? Donc, prioriser votre vie autour de ça. C'est un acte d'amour pour vous, d'être pleinement honnête sur vos valeurs, peu importe qu'elles correspondent à la société ou non. Ça a été un vrai chemin pour moi, de reconnaître que ma priorité dans la vie, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et du coup de m'autoriser à passer 3 à 4 heures chaque matin à juste faire des recherches autour de ça. C'est ce que je fais c'est ce que je m'autorise à faire depuis, je pense, 6 mois, et je ne me suis jamais senti aussi épanoui. Mais il m'a fallu 5 ans pour m'autoriser à faire ça. Parce que c'est pas ce que tu es censé faire en tant qu'entrepreneur. Tu es censé créer tes tunnels, avancer sur tes tunnels de vente, X, Y, Z, machin, tous ces trucs-là. OK? Donc, 2, ça. 3, identifier les autorités vis-à-vis desquelles tu te subordonnes, consciemment ou inconsciemment. Comment tu les identifies? En écoutant juste où et quand est-ce que tu te dis il faut, je dois. Où et quand est-ce que tu forces dans ta journée. Chaque fois que tu forces, tu peux être sûr, chaque fois que tu sens que tu forces, qu'il y a comme dissociation entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais réellement, parce qu'il faut, tu peux être sûr qu'il y a une injonction d'une autorité à ce moment-là, à cet endroit-là. Et quand tu t'entends dire il faut, tu peux te demander selon qui, selon quoi. C'est souvent intéressant la réponse qui arrive quand tu te poses cette question. Chaque fois que tu t'entends dire je dois, il faut, selon qui, selon quoi. 4, dissoudre les jugements positifs. Et je vais vous donner un exemple. Jugement positif autour de ces autorités. Euh, ça récemment, là. Un jugement, c'est quoi? C'est juste une perception que ce trait de caractère ou cette action ou cet événement a plus de bénéfices que d'inconvénients. C'est tout. Un jugement, c'est un synonyme. Jugement positif, c'est un synonyme de perception dans lequel je perçois qu'il y a plus de positif que de négatif. Donc, vous pouvez tout simplement vous poser face à une feuille et vous demander, par exemple, si j'admire, qu'est-ce que j'ai fait récemment?
J'ai mis un truc où je sentais que ça me distrayait. Ah, je l'ai plus. Je l'ai plus. Mais en tout cas, tu prends ce que tu admires. Quel est le trait de caractère ou l'action que tu admires spécifiquement chez quelqu'un? Par exemple, j'admire la discipline dans le business de cette personne. Si tu l'admires, tu vas chercher à avoir la même discipline dans le business. Or, on est naturellement discipliné uniquement dans nos valeurs hautes. Chaque fois que j'essaie d'être discipliné ailleurs que dans mes valeurs hautes, je vais finir par exprimer, mais par réprimer, comme mécanisme de compensation au fait de ne pas être rempli et d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Si vous regardez votre vie, chacun d'entre vous, vous êtes discipliné dans ce qui vous inspire, dans ce qui est profondément important pour vous, organisé à ces endroits-là, et à l'inverse, vous ne l'êtes pas dans ce qui ne l'est pas. C'est juste que pour certains, vous autorisez, c'est tellement naturel pour vous que vous autorisez même pas à vous rendre compte que ça, c'est une valeur. Pourtant, ça en a. Et ça en est une. J'ai vu, par exemple, j'avais une cliente un jour, elle me disait, non, mais moi, je suis complètement indiscipliné. Je dis, ah bon? Voyons ça. Et elle me dit, non, mais vraiment, moi, je suis indiscipliné partout. Et c'était déjà, enfin, c'était une femme magnifique qui arrivait toujours super bien maquillée, bien coiffée, tout. Elle était toujours. Ouais, dans chaque session, il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, tu vois. Et je dis, OK, est-ce que tu n'es pas discipliné dans la manière dont tu prends soin de toi? Elle dit, bah si, mais ça, c'est pas être discipliné. Je dis, ah bon? C'est pas être discipliné. Et au final, quand tu regardais sa vie, elle prenait 3 quarts d'heure chaque matin pour se coiffer, se maquiller. Elle prenait une demi-heure par jour pour faire des soins, pour faire des machins. Elle prenait 2 heures par jour pour aller à la salle, faire des courses, manger bio. Je dis, OK, tu as juste une valeur autour de la beauté et de l'image. Elle dit, non, mais c'est pas une valeur. Je dis, comment ça, c'est pas une valeur? Est-ce que c'est pas une forme de pouvoir dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que aujourd'hui, quelqu'un qui est beau ou belle peut obtenir plein de choses par sa beauté? Clairement. C'est autant un pouvoir que d'avoir de l'argent que X, Y, Z. Juste parce que c'est considéré comme superficiel, elle ne s'autorisait pas à honorer ce qui était profondément important pour elle. Elle prenait du plaisir, elle était pleinement focus, pleinement concentrée quand elle cuisinait, quand elle allait à la salle. Mais parce que ce n'est pas valorisé par notre société, elle ne s'autorisait pas à poursuivre ça et créer une carrière autour de ça. Parce que dans nos valeurs, c'est facile pour nous. C'est naturel pour nous et on est en général brillant. Parce qu'on va filtrer constamment ça et on va capter plein d'informations autour de ça. Par exemple, tout à l'heure, et à l'inverse, on ne retient rien dans ce qui n'est pas dans nos valeurs. Tout à l'heure, avant le webinaire, là, je vais dehors comme ça et il y a ma chérie qui arrive et puis elle me raconte ce qu'elle va faire sur le bassin à poissons. Donc, on a un petit bassin chez nous avec des poissons dedans. Elle me dit, putain, Julien, j'ai une idée. C'est incroyable. Là, je vais mettre des petits nénuphars. Là, je vais mettre des pierres et tout. J'ai rien écouté. J'ai juste entendu des mots comme ça. Et puis à la fin, elle me dit, t'en penses quoi? Je dis, bah, je sais pas, j'ai rien écouté, je m'en fous, quoi. Et elle me dit, putain, c'est la troisième fois que je te parle de mon bassin. Je dis, ouais, mais moi, je m'en fous, en fait. Donc, tant que tu peux dire ce que tu veux, je m'en souviendrai pas de ton bassin. Et donc, vous pouvez tous voir les trucs où votre conjoint ou votre conjointe vous l'a répété 10 fois, mais vous vous en souvenez toujours pas. Parce que c'est pas dans vos valeurs hautes. Et à l'inverse, parfois, il vous dit un truc autour de quelque chose, vous vous en souvenez. Parce que c'est dans vos valeurs hautes. Donc, cette fille-là, du coup, elle se jugeait constamment. Et elle essayait constamment d'être entrepreneur dans je ne sais plus quel domaine, juste parce qu'elle croyait que ça, c'était bien. Et elle se subordonnait à des autorités, sans voir que probablement que si elle crée un business autour de la beauté, autour de prendre soin de soi, elle serait naturellement brillante. Parce qu'on est tous brillants dans nos valeurs hautes. Mais parce qu'on se subordonne, on redevient comme tout le monde. Ok. Donc, dissoudre les jugements positifs autour des autorités, tout ce que vous mettez sur un piédestal, c'est intéressant d'identifier où et quand, euh, où et quand est-ce que vous avez perçu cette personne exprimer ce trait de caractère, quels étaient les inconvénients pour vous d'avoir perçu ça, jusqu'à temps que vous sentiez que
dans votre corps qu'il n'y ait plus cette admiration pour le truc. À partir du moment, là, on a dit que ce que vous admiriez, vous êtes conscient du positif et inconscient du négatif. Et ici, ce que vous détestez, vous êtes inconscient du négatif et vous êtes inconscient du positif et conscient du négatif. Donc, si vous arrivez à ramener votre perception au ratio one-one, donc là, ça, vous le ramenez là et ça, vous le ramenez là, naturellement, vous essayez plus à travers l'amygdale et vous allez vers vos valeurs intrinsèques. 5. Identifier les parts réprimées. Okay. Identifier les parts réprimées. Bon, vous voyez que je n'ai pas trouvé une valeur autour de la beauté. Hein. Vous le voyez à travers mes dessins. Identifier les parts réprimées. Où et quand est-ce que vous percevez que quelqu'un exprime ça? Quels sont les bénéfices pour vous de ça? Si vous trouvez suffisamment de bénéfices, vous allez ramener ça dans votre superconscient. Il y a 3 parts de vous. Conscient, subconscient, superconscient. Tout ce sur quoi vous avez des jugements, vous le stockez dans votre subconscient jusqu'à temps que vous soyez capable de l'aimer et vous les ramenez dans la part. Vous êtes conscient de ça et vous êtes pleinement conscient des 2 polarités d'une situation. C'est que dans cet endroit-là que vous avez de la maîtrise. Quand vous avez des jugements vis-à-vis des choses, vis-à-vis d'un concept ou d'un sujet ou d'une personne, vous êtes juste en train de répondre à vos impulsions et instincts. Vous accédez à une forme de libre arbitre qu'à partir du moment où vous dissolvez vos jugements. Non, vous êtes juste une espèce d'automate qui répond à des impulsions et des instincts comme un animal. Et pareil, donc dissoudre les jugements autour des parts réprimées. 6. Dissoudre les jugements autour des parts réprimées. Dissoudre les jugements autour des parts réprimées, j'ai la flemme de l'écrire. Ok. Je ne voyais pas vos commentaires jusqu'à maintenant. Je lui dirais, elle me bassine avec son bassin. Je leur sortirai, tu me bassines avec ton bassin. Elle va être contente, je dirais, c'est pas moi. Ok. Bon, je pourrais continuer longtemps là-dessus, mais je pense que vous avez la vision globale. Le but, c'était de vous donner une perspective globale. Je suis désolé, j'ai rien à vous vendre. Comme je vous ai dit, j'ai même pas quelque chose j'ai même pas un moyen de sortir la carte bleue. Je sais que vous aimeriez beaucoup, mais j'ai pas ça. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et juste, je me disais, bon, j'ai rien à vous vendre pour l'instant, hein, mais vous me connaissez, j'ai une valeur business, donc ça va pas durer. Je me disais cette semaine que ça pouvait éventuellement m'inspirer de démarrer sur un programme pour une dizaine de personnes, qui soit comme pas un programme expérimental, puisque je l'ai fait sur plein de clients one-to-one, mais en tout cas de voir comment est-ce que ça marche avec un groupe. De donner l'opportunité à un groupe de 10 personnes de commencer sur une période de 6 à 10 semaines, on va dire, et de voir en 6 à 10 semaines à quel point on est capable de dissoudre l'addiction ensemble. Je suis persuadé que vous pourriez avoir des résultats que vous n'avez jamais eu ailleurs. Maintenant, j'ai rien à vendre parce que, enfin, je ne l'ai pas encore créé parce que j'avais la flemme de créer une page de vente de 1. Et j'avais la flemme de créer tout le système de vente, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vais vous donner le mail et puis je verrai si j'ai envie de le faire ou pas. Mais j'aime bien créer des programmes quand j'ai déjà de la demande. Ça m'évite de créer des programmes pour rien et de faire du marketing pour rien. Et j'en ai un peu marre de faire du marketing. Donc, si vous me dites, Julien, take my money, et vous m'envoyez un mail pour me dire ça, ça m'évite d'avoir à vous vendre quelque chose. Et je trouve ça plus cool pour moi. Ça me demande moins d'efforts.
Donc, je vous laisse m'envoyer un mail si certains se disent waouh, je veux absolument faire partie de ce groupe de 10 personnes. Et sinon, probablement que d'ici quelques semaines, je serai obligé de vous marketer quelque chose et d'utiliser des leviers émotionnels pour vous vendre quelque chose. Bon, j'ai pas trop envie de le faire, donc si vous pouvez m'envoyer un mail, ça m'aiderait, mais on peut, si vous voulez pas le faire, je serai obligé d'appuyer sur vos boutons pour prendre votre argent. Euh, Je vais répondre à toutes vos questions. Ouais, donc sentez-vous libre de mettre vos questions et je vais aussi regarder les différents commentaires. Le tarif, 1 million d'euros, je pense. Je travaille plus en dessous d'1 million maintenant. Voilà. Non, probablement, je m'étais dit probablement quelque chose autour de 1 000 euros. Euh, et une formation de coach sur les addictions, pour moi, c'est déjà ce qu'on fait sous une forme à travers Mastery. Par contre, vous ne pouvez pas acheter parce que c'est plein. Non, probablement que la chose la plus complète que j'ai sur coacher les addictions, c'est Mastery, parce que pour moi, l'étude des addictions, c'est l'étude du comportement humain. C'est-à-dire que si tu comprends les mécanismes et comment dissoudre les addictions, tu comprends comment accompagner n'importe quel client à travers n'importe quel challenge. Tu es capable d'aider le mec qui fume 6 joints par jour en l'espace de quelques semaines. Je pense que tu es capable d'aider celui qui procrastine un peu sur son business. Donc, c'est pour ça que j'aime bien comprendre ces sujets en premier. Et pour moi, Mastery est le programme le plus complet que j'ai pour les coachs qui veulent continuer à développer leur compréhension de l'humain à travers un modèle plus complet que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Voilà. La prochaine session commence le 4 mars pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Je me suis dit, j'ai envie de créer le prochain programme qui commence pour mon anniversaire. Comme ça, vous me payez mon anniversaire avec l'argent que vous me donnez. Je peux faire une fête en pensant à vous. Mais plus sérieusement, le prochain programme commence le 4 mars. Il y a 12 places. J'ai déjà dû refuser 3 personnes. Enfin, il y avait déjà 15 personnes qui ont payé. J'ai dû en recevoir 3. Donc, il n'y a plus de place pour cette session. Et je pense que j'en referai peut-être peut-être en mai-juin, si je suis de bonne humeur. On verra. Souhaitez que je sois de bonne humeur. Seulement 1 million, ça va, pas cher. Sur de l'expérimental, tu peux pas le faire payer pour les 10 premiers, car c'est du bêta. Enfin, c'est du bêta. Je pense que j'ai accompagné suffisamment de gens en individuel pour être sûr de ce que je propose. Ouais, voilà. C'est que partiellement expérimental. Est-ce que l'addiction met très souvent d'une trop grande place pour les injonctions? En fait, juste les injonctions, probablement qu'on a tous une sensibilité différente à rentrer dans le moule et à répondre à des injonctions, probablement, mais personne dans ce monde n'a pas de place pour les injonctions, puisque c'est un mécanisme cérébral, okay, qui vient de notre besoin de survie. Naturellement, pour survivre,
on a besoin de rentrer dans le groupe. Okay, donc, on a des circuits à l'intérieur de notre cerveau qui sont faits pour nous faire survivre et qui ont associé qu'il faut être comme les autres et rentrer dans le groupe. Et d'ailleurs, en général, quand vous arrivez dans un groupe, votre premier mécanisme, c'est de vous conformer à ce groupe, quel que soit le groupe dans lequel vous essayez d'entrer. Si vous arrivez dans un nouveau collège et que vous connaissez personne, vous allez essayer de capter c'est quoi les codes de ces gens-là et je vais essayer de devenir comme eux pour rentrer dans le groupe. C'est pareil quand tu deviens entrepreneur. Tu connais personne, donc tu essaies de voir où est-ce qu'il y a des groupes et inconsciemment, tu modélises ce qu'ils sont pour rentrer dans le groupe, pour feed in. Okay, donc, c'est naturel. Chacun d'entre nous a ça. Maintenant, on a un deuxième mécanisme derrière qui on a envie de se différencier et d'être important dans ce groupe et de devenir unique à l'intérieur de ce groupe. Okay, donc, c'est des mécanismes qui existent et qui sont naturels. Donc, tu peux pas réellement l'enlever. Par contre, tu peux intégrer dans ta vie les outils pour en prendre conscience et pour t'en libérer. Et c'est ce que je vous propose à travers le programme qui n'a pas de nom et sur lequel vous ne pouvez pas encore payer, et sur Mastery ou en one. Une session dure combien de temps? Je ne sais pas sur quel programme vous parlez. Injonction ou autorité, effectivement. Yes. Est-ce que j'accompagne forcément des coachs ou d'autres entrepreneurs? Non. Jusqu'à il y a 1 an et demi, j'avais que des coachs, mais depuis 1 an et demi, j'ai tout type de personnes, vraiment tout type de personnes. Est-ce que j'ai déjà établi des correspondances précises entre les types d'addiction et leur origine? Pourquoi quelqu'un a une addiction plutôt à la cigarette et une autre à l'alcool, par exemple? Est-ce uniquement déterminé par les fréquentations? C'est déterminé par... C'est un mécanisme qui est complexe, que j'ai pas eu le temps, enfin, que je n'ai pas forcément eu le temps d'explorer aujourd'hui avec vous parce que ça crée de la complexité. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans... j'estime que ceux qui sont encore connectés là, c'est que vous avez un intérêt supplémentaire, donc je peux aller plus loin là-dessus. Nos types d'addiction sont basés sur plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, les parts réprimées qu'on a vont déterminer quelle addiction on a. Il y a aussi la part admirée, ce que j'essaie de devenir, va déterminer quel est le besoin inconscient que j'ai. C'est-à-dire, si je reprends mon client qui est qui veut devenir, enfin, qui se compare à Elon Musk inconsciemment et qui du coup qui se compare à Elon Musk et qui du coup veut être une machine. Quand tu veux être une machine, ne jamais t'arrêter, le vide que ça vient créer, le besoin que ça vient nourrir, c'est un besoin justement de t'arrêter. Donc, inconsciemment, tu vas trouver une substance qui te permet de venir créer, qui te permet de venir équilibrer le déséquilibre que tu as créé par tes charges et tes jugements. OK? Donc, inconsciemment, tu vas toujours aller chercher la substance ou le comportement qui te permet de venir équilibrer le déséquilibre que tu crées par tes jugements. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai un autre client avec qui on a travaillé là-dessus, c'était vraiment intéressant. Lui, il juge les gens qui sont extravagants. Parce qu'en général, on a des jugements qui sont basés sur les parents qu'on a eus, parce que c'est les gens avec qui on a passé le plus de temps durant la formation de notre psyché. Et il avait une mère qui était extravagante et ça l'énervait, ça le rendait dingue. Il avait honte, il avait de la culpabilité là-dessus à l'école. Donc, naturellement, il a réprimé cette part de lui, côté extravagant, en étiquetant, bah, je veux être discret. Et en admirant du coup les gens qui sont discrets, qui savent rester à sa place. Donc, naturellement et inconsciemment, il va aller chercher dans son addiction ce qui lui permet d'exprimer ce qui réprime autrement. Donc lui, il allait chercher alcool et dès qu'il buvait,
il était extravagant. Voilà. Donc, il y a ces deux phénomènes. Et il y a un troisième phénomène qui est aussi le contexte familial. Et quand je dis familial, c'est peu importe que ce soit une famille de sang ou pas, hein. Mais la famille que l'on a va aussi influencer, qui va aussi influencer l'addiction qu'on a. Pourquoi? Parce que dans toute famille, il y a des répressions collectives. Okay? Toute famille porte des répressions collectives. En général, les répressions vont des parents vers les enfants, en tout cas des plus âgés, ceux qui ont le plus de pouvoir, vers ceux qui ont le moins de pouvoir. Et donc, vous pouvez noter ça, dans tout groupe, il y a une conservation des traits. Dans tout groupe, il y a une conservation de l'expression des traits. Je vous donne un exemple pour que ça soit clair pour vous. Le département des États-Unis, le seul État des États-Unis dans lequel l'homosexualité est interdite, c'est le département où il y a la plus grosse consommation de porno gay dans le monde. Okay? Parce que toute répression collective mène à une expression sélective. Toute répression d'un trait collectif mène à une expression sélective. C'est-à-dire que dès lors que le collectif réprime quelque chose, un individu ou un petit groupe d'individus à l'intérieur de ce collectif va venir exprimer ce trait. Parce qu'il y a une conservation de l'expression des traits dans tous les groupes. C'est un phénomène d'intrication qui explique ça. Donc, en fonction du coup de la famille dans laquelle vous avez grandi et dans la famille dans laquelle vous vous inscrivez aujourd'hui, vous allez avoir une tendance, à travers vos addictions, à exprimer les traits qui sont réprimés dans cette famille. Et c'est vrai vis-à-vis de tous les groupes dans lesquels vous faites partie. Imaginez le bordel. Voilà. Donc, ça, c'est une troisième chose qui influe ça. C'est-à-dire que, par exemple, la personne addicte au sexe, il y a en tout cas, plutôt l'inverse. Dans la famille où le sexe est prohibé, tabou, il y a une grande probabilité qu'il y ait une de ces personnes dans cette famille qui vienne, si elle doit développer une addiction, qu'elle la développe autour du sexe. Je vous donne juste un exemple comme ça, mais il est valable pour tous les traits. Et si vous regardez dans votre famille, vous avez probablement, si on imagine que vous êtes la particule, vous avez probablement une antiparticule. C'est quoi une antiparticule? C'est quelqu'un qui ressemble à l'inverse de vos traits, qui valorise des choses complètement opposées. S'il y a une conservation des systèmes de valeurs dans une famille. Donc, nos comportements s'inscrivent aussi dans une dynamique collective. Ce qui va aussi influencer quelle addiction on va développer. Est-ce que j'ai un problème concernant la procrastination? Non, mais c'est la même chose, hein. Tu peux prendre exactement ce que j'ai expliqué aujourd'hui, tu peux l'appliquer à la procrastination et tu as tes réponses. Bon, je sais que ça t'aide pas si je te dis ça, mais tant pis. Au moins, je l'ai dit. Tu te débrouilles. Sur les réseaux sociaux, c'est fascinant.
C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des réseaux sociaux, mais je peux en parler là. Euh, il y a 2 ans, on arrive à Dubaï avec mon ex et les premières semaines à Dubaï, je vois mon ex qui passe sa vie, ça me rendait dingue, qui passe les 2, 3 premières heures de la matinée sur TikTok et qui passe 3, 4 heures sur Netflix dans la journée. Et je me dis, waouh, elle passe la moitié de sa journée entre les réseaux sociaux et Netflix. Moi qui suis un peu l'inverse, qui valorise un peu le fait d'avancer, de s'instruire, de se cultiver, de tous ces trucs-là, c'est mon anti-valeur à ce moment-là. Et je commence à la juger pour ça. Et puis, à un moment donné, je parle à un ami qui a fait justement Mastery. Et je dis, tu veux pas m'aider? Parce qu'il y a forcément des principes que j'enseigne que je vois pas dans ma propre vie pour que ça me fasse réagir comme ça. Montre-moi ce que je vois pas. Ça. Et il me dit, bah, regarde tout simplement, qu'est-ce qu'elle regarde sur TikTok et qu'est-ce qu'elle regarde sur Netflix. Et là, je commence à du coup m'intéresser. Plutôt que de juger, je m'intéresse. En fait, je vois que euh, elle regardait que des trucs autour de l'amour, la romance et des trucs autour de l'humour et de la connexion sociale. Et là, je capte le truc. Je fais, ah putain, en fait, on est arrivé à Dubaï, on a perdu le cercle d'amis social qu'on avait avant. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis hyper inspiré pour le business et que du coup, on n'a plus de temps ensemble. Et en fait, je me rends compte, waouh, elle a juste trouvé une autre forme pour nourrir ses valeurs qui sont être en connexion et le couple. Elle a juste trouvé une autre forme pour nourrir ses valeurs. Parce que la forme qu'elle avait avant est plus disponible. Ou en tout cas, elle a sûrement des peurs ou des insécurités pour aller recréer une forme qui l'inspire. Et donc, si vous regardez ce que vous regardez sur Netflix ou les réseaux sociaux, vous verrez que ça vient nourrir une valeur chez vous. Une valeur que vous n'arrivez pas à nourrir autrement. Vous regardez pas, ce que vous regardez n'est pas un hasard sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Vous regardez des choses qui nourrissent votre système de valeurs et vous n'arrivez pas à le regarder autrement. Vous n'arrivez pas à le nourrir autrement, à le nourrir autrement. Si je regarde votre feed, je peux vous dire quel est votre système de valeurs. Il n'y a pas 2 humains dans ce monde qui ont le même feed. Et en fonction de votre feed, ça m'exprime quel est votre système de valeurs et ça me montre juste que vous n'avez pas trouvé un autre moyen de nourrir votre système de valeurs aujourd'hui et que c'est la meilleure forme que vous ayez trouvée jusqu'à maintenant par rapport à vos peurs et à en fonction de vos peurs, vos charges et tout ce qui va avec. Et si vous observez ça sans jugement, ça vous en dira beaucoup sur vous et sur votre système de valeurs. Et ça vous permettra de reprendre votre pouvoir à cet endroit-là et vous demander, tiens, comment, comment j'aimerais nourrir mon système de valeurs d'une manière qui m'inspire plus. Si je regarde par exemple, je peux voir une, une, une vraie différence dans ma consommation d'Instagram. Bon, je consomme pas beaucoup Instagram. Enfin, je consomme pas, mais je vais écrire. Je vais passer du temps à créer du contenu sur Instagram. Et j'ai une vraie différence en consommation dans les moments où ma chérie et ses enfants sont à la maison ou quand elle est en déplacement. C'est-à-dire, si elle est en déplacement et que moi, j'ai pas d'autres formes de connexion chez moi, je vais aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parce que ça vient nourrir ma valeur connexion, que je ne sais pas nourrir autrement. Et c'est juste que euh, il y a une injonction autour de ces mâles de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais par exemple, je pense que je vais y passer beaucoup plus de temps dans les moments où du coup, je suis pas dans un événement connecté avec des gens et ma chérie n'est pas là et il n'y a pas la famille à la maison. Dans ces moments-là, je passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, mais
Ça me dérange pas vraiment, puisque je comprends pourquoi. Et j'ai pas envie du prix à payer que c'est de faire autrement. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment une priorité pour moi pour aller voir des gens, faire 15 minutes de voiture et tout. Voilà. Donc c'est juste une manière de nourrir un système de valeurs. Mais tant qu'il y a du jugement, vous pouvez pas comprendre les raisons de ce que vous jugez. Notez ça, je ne peux pas comprendre ce que je juge. Point. Donc tant que vous jugez votre addiction, vous ne pouvez pas voir ce qu'elle vient nourrir. Et vous ne pouvez pas trouver une meilleure stratégie de nourrir ça. Pour nourrir ça. Donc la première étape est d'observer son jugement, vos comportements et de vous demander qu'est-ce que ça vient nourrir. Et d'être honnête avec vous à ce moment-là. Ouais, ça c'est un truc que j'ai vu pas mal. Ça me donne l'impression de devoir rien interdire à mes enfants, par exemple. Euh, Ça, c'est un truc qui déclenche pas mal d'addiction aussi. Le, les parents qui vont avoir une charge autour de réprimer des choses chez leurs enfants vont se retrouver du coup à prendre sur eux, prendre sur eux, prendre sur eux, et derrière aller compenser le fait que leurs valeurs ne sont pas nourries parce qu'ils priorisent leurs enfants, et parce que c'est bien, et parce qu'il faut prioriser leurs enfants. Ça crée un vide qu'ils vont remplir par des addictions. Donc ouais, merci pour l'exemple, parce que c'est un truc que je vois beaucoup. Mais qui est prioriser ses enfants et prendre soin de ses enfants, c'est une forme de subordination à l'autorité collective de comment il faut éduquer ses enfants, de un, et de deux, c'est aussi la conséquence de charges dans sa propre enfance qu'on n'a pas équilibrée. C'est-à-dire que si moi j'ai eu l'impression que mes parents ne s'occupaient pas de moi et que je leur en veux, je vais être addict à m'occuper de mes enfants au prix de mes valeurs intrinsèques essentielles, ce qui va créer des compulsions derrière. J'ai vu plusieurs addictions, le sexe, la pornographie et la masturbation. Est-ce qu'elles sont différentes pour toi? Ben, en général, elles vont tous les trois, hein. Elles vont tous les trois ensemble, hein. Mais ouais, c'est des formes probablement équivalentes. Et ça vient aussi, c'est des mécanismes complexes et passionnants, puisque ça vient en général, tu as une plus grande probabilité à être addict à la pornographie et à la masturbation quand tu as des charges autour de ta propre sexualité et que du coup, tu as des fantasmes que tu t'autorises pas à réaliser dans ta propre vie. Au plus tu es impuissant sexuellement, au plus tu vas. Quand je dis impuissant, ce n'est pas forcément une question d'érection, c'est une question d'autorisation que tu te donnes. Au plus tu es impuissant dans le sens autorisation que tu te donnes, dans qui tu veux être dans ta sexualité, au plus tu vas aller exprimer ce que tu réprimes avec ton partenaire, tu vas aller l'exprimer dans tes fantasmes et dans les films que tu regardes. Si cette vidéo t'a plu, alors tu peux aller plus loin puisque j'ai préparé un challenge de 5 jours sur lequel, pendant 5 jours, tu vas découvrir comment lever tes plus gros blocages, peu importe autour de quel sujet est-ce que c'est. C'est vraiment 5 jours pour découvrir comment lever tous tes blocages, devenir complètement libre dans ta vie et pouvoir réaliser l'impossible, ce qui compte vraiment pour toi. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sous cette vidéo et tu auras accès gratuitement à ces 5 jours.